Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et il est clinicien et essayiste chirurgical et il publie aujourd'hui La tyrannie aux presses de la délivrance. Bonjour Philippe Bornet. Bonjour André. Et Philippe Bornet, bonjour Philippe. Non, il n'est pas seulement qu'essayiste chirurgical, il est surtout essayiste du totalitarisme, représenté surtout par la tyrannie. D'ailleurs, vous aviez écrit, Philippe Bornet, on vous avait reçu, oui. Il n'y a pas si longtemps. Non. Pour Demain la dictature. Exactement, et ce livre est en quelque sorte la contrepartie, le miroir du premier opus. Donc le dictateur, ce personnage qui finalement, c'est plutôt un compliment d'être dictateur si on en croit le philosophe Cicéron, si vous voulez. C'est l'homme qui légalement, va être amené à restaurer l'ordre. Il a une mission qui peut être limitée dans le temps, mais il a une mission. Oui, et il a de tous ramener l'autorité, de ramener l'ordre. Voilà, de la restaurer. Oui. Voilà. Et on a eu des grands dictateurs dans notre histoire. On peut approuver évidemment ou pas leurs actions politiques, mais Charles de Gaulle était un dictateur. Il l'a écrit lui-même, hein. Il l'a mis noir sur blanc. Alors que le tyran... Alors, attendez, Philippe Bornet. Non, mais déjà, on va pas disputer là-dessus, mais c'est intéressant. Il a quand même dit, quand il est revenu en 58, ce n'est pas à 67 ans que je vais commencer une carrière de dictateur. Ah oui, ça, je me souviens en effet de cette phrase. Oui, tout à fait. Eh ben oui, mais c'était... Eh bien, une fois qu'il a été au pouvoir, et qu'il a d'ailleurs écrit ses mémoires, il a écrit noir sur blanc le contraire, en se félicitant et en disant même, à un moment, s'il le fallait, je recommencerai. D'accord. Alors, le tyran, lui, c'est différent. Le tyran... c'est quoi le tyran, justement ? Il faudrait que je revienne juste 2 minutes, sans vouloir être pédant, sur la souveraineté. Vous savez, la question centrale de la politique, c'est qu'est-ce qui... permet d'établir la souveraineté. Qu'est-ce qui donne le droit de dire tu obéis ou je te tue ? Et vous remontez au matriarcat et au patriarcat, c'est très intéressant. Je remonte très, on en reparlera tout à l'heure, c'est un sujet qui me tient à cœur. Oui. Alors, là, si vous voulez, il y a 2 composantes dans la souveraineté. Il y a la puissance, la potestas, et l'autorité, en latin, auctoritas. Voilà. Alors, la potestas, c'est très simple, c'est la puissance, c'est le muscle, c'est la capacité de disposer d'une armée, d'une police, etc. Mais l'auctoritas, en fait, elle vient des dieux, si vous voulez. C'est une capacité à se faire obéir sans la contrainte. Et le tyran, lui, il a la puissance, mais comme il n'est pas légitime, il n'a pas l'auctoritas, il doit gouverner sans arrêt par la contrainte. Et pour le citoyen ou pour le sujet, eh bien, ça devient insupportable. C'est-à-dire que tout ce qui est commandé, le souverain l'obtient par le contrôle de la pensée, l'armée, la police, les services secrets. Si vous voulez, on ne vit plus, on étouffe. Le contrôle, oui, c'est comme Chine, par exemple, Corée du Nord et autres. Enfin, il y a beaucoup d'exemples. Les exemples ne manquent pas on en parlera, à la surface de la Terre. On parlera aussi de nous. Mais alors, par exemple, donnez-moi un exemple de quelqu'un qui n'est pas dans le contrôle, dans la puissance, mais dans l'autorité. Alors, l'autoritas... C'est Churchill, l'autorité, par exemple. Oui, chaque fois que vous avez... On peut remonter dans l'histoire de France. Vous savez, Louis XIV. Oui. Louis XIV gouvernait un pays de 25 millions d'habitants déjà, avec à peu près 400 fonctionnaires. En tout ? Oui, ça suffisait. Alors il y avait une armée de 400 000 hommes aussi, mais enfin, il avait 400 fonctionnaires, et ces 400 fonctionnaires grattaient le papier avec des plumes d'oie, et les ordres du roi mettaient 4 jours pour arriver de Paris à Perpignan. Eh bien... il n'y a jamais eu de révolte, il n'y a jamais eu de... Personne ne regimbait, si vous voulez, parce que c'était le roi, il était revêtu d'une puissance morale colossale. Et puis divine, pratiquement. Voilà, il y avait une verticalité, mais en même temps une transcendance, si vous voulez. Il gouvernait au nom de Dieu, il rendait lui-même des comptes à Dieu. Bon. Alors quand vous êtes dans une situation où les gens obéissent, si vous voulez, quand ils sont pénétrés de cette vérité. Voilà. Et donc, l'autorité, elle permet, si vous voulez, c'est là où on va peut-être rebondir sur l'origine, en fait, de l'auctoritas. Il y a 6000 ans, la famille est apparue. 6000 ans, 6000 ans, 6e millénaire, les temps bibliques et même un petit peu avant. Qu'est-ce qui se passait à l'époque ?
En fait, l'homme ignorait, ne faisait pas de relation entre sexualité et procréation. Ouais, voilà. Intéressant. Et il ne savait pas, en fait, ça peut vous paraître un peu fort, mais c'est vraiment une chose que l'anthropologie nous apprend, il ignorait comment on faisait les enfants, en fait, il ne le savait pas. Et donc, quand la femme... Il le faisait sans le savoir. Exactement. C'est vraiment ça, c'est Monsieur Jourdain du coït. Mais oui, parce que, si vous voulez, l'élevage n'était pas encore arrivé, donc on n'avait pas remarqué que quand dans un troupeau on tue tous les mâles, il n'y a plus d'agneaux, il n'y a plus rien. Ouais. Alors, quand la femme était enceinte, on pensait que c'était par une action extérieure plus ou moins magique. Enfin bref, on pensait que c'était par... Les dieux étaient intervenus là-dedans. Et d'ailleurs, un théologien me faisait remarquer que dans le livre de la Genèse, quand Ève tombe enceinte de Caïn, elle dit « J'ai conçu un homme grâce à Yahvé ». Elle dit pas comme la femme d'aujourd'hui, bravo chérie, t'as mis dans le mille, c'est le laboratoire qui me l'a dit. Hein. Non, et elle pensait, si vous voulez, qu'elle était capable de concevoir avec l'aide du Dieu, et donc, aux yeux de l'homme, elle a un prestige colossal, parce qu'elle est en rapport avec le ciel. Donc on a commencé par un matriarcat. On a commencé en fait par un matriarcat. Je dirais à Sandrine Rousseau, vous savez, le matriarcat, c'est un truc dont on sort à peine. Non, mais c'est vrai. Et ça a duré quand même des millénaires. Enfin, ça a duré des millénaires. Vous savez, quand on lit par exemple un auteur comme Tacite qui parle des Germains, à l'époque, il note bien que toutes les grandes prêtresses sont des femmes. Voilà. Alors donc, cette autorité de la femme, parce qu'un jour, la femme a passé un deal, comme on dit, avec l'homme. Mais l'homme était le puissant. Il était puissant, mais si vous voulez, il était chargé de faire la chasse, et puis c'est tout. La femme, elle règne à l'intérieur. Et vous savez, en grec, à l'époque antique, la femme a une pièce qui lui est réservée dans la maison. La maison, c'est le domaine de la femme. L'homme, si vous voulez, il est invité, mais pas plus. Hein. Et donc, il y a une pièce spéciale qui s'appelle le gynécée, et là-dedans, c'est la femme qui commande. La femme commande à ses enfants par son autorité naturelle, et l'homme, lui, il a la puissance, mais si vous voulez, il commande à l'extérieur. Il va faire la chasse, il va faire la guerre, et le jour où les deux se rencontrent, oui, il y a bien eu contrat d'une certaine manière, comme disent Thomas Hobbes et Rousseau, il y a eu contrat, mais c'est un contrat de mariage. Donc la femme commande à l'intérieur, l'homme à l'extérieur, et les deux, finalement, auctoritas c'est la femme, potestas c'est l'homme, les deux vont se réunir pour former une nouvelle entité, mais qui était ce que les philosophes appellent un dualisme, c'est-à-dire que c'est pas une notion pure, c'est deux composantes, ça donne la souveraineté, et c'est là où la famille, éventuellement, se regroupe avec d'autres, 300 familles sur le mont Palatin, et c'est la cité antique, c'est Rome. D'accord. Voilà l'histoire de la souveraineté. Alors ça, c'est l'histoire de la souveraineté. Oui, comment elle se fait, comment elle se forme. Non, mais c'est important de rappeler cela parce qu'on l'oublie complètement. Ça. Oui. Aujourd'hui surtout. Donc, on avance effectivement. D'ailleurs, je rappelle que vous traitez dans ce livre vraiment qui est tout à fait passionnant à lire. Vous avez commencé par Denis le Tyran, les portes de 431 avant Jésus-Christ, Savonarole, Calvin, Robespierre, Staline et Mao Tse-tung. Évidemment, vous avez choisi quelques figures. Alors, cette tyrannie, au fond, c'est quoi? Alors, vous donnez, on va en citer quelques-uns, mais je voudrais surtout insister sur le système bureaucratique. C'est étonnant parce que quand on lit ça et vous donnez les invariants, je vais les lire rapidement parce que Philippe Bornet, mais quand je lis mise en place d'un système bureaucratique, obsession du contrôle de l'information, je ne lis pas tout, mais fascination pour la technologie, déplacement de population, soumission à l'influence étrangère, mise en place d'un passeport intérieur, on vient d'en parler pour l'Europe, enfin la possibilité, mise à profit des épidémies et instrumentalisation de la religion. Parmi ceux que vous citez, mais ça sonne étrangement actuel tout cela. Ah bah c'est l'actualité même, mais il n'y a rien de plus actuel que l'histoire. Et ma crainte, voyez-vous, c'est que, moi je réponds un peu à une inquiétude du Conseil d'État. J'ai retrouvé une citation très précise du Conseil d'État qui date seulement de septembre 2021. Vous voyez, une mise en garde. Oui. Je cite. L'activité de police administrative a ce titre particulier, dit le Conseil d'État, qu'elle vise à prévenir les comportements que la société juge dangereux. Si les objectifs qui lui sont assignés sont trop exigeants ou utopistes, elle peut conduire à entraver
toute liberté individuelle, et alors là, écoutez bien, c'est toujours le Conseil d'État qui parle, hein, elle porte en elle les germes de la tyrannie, comme l'a parfaitement démontré George Orwell dans son livre 1984. Eh oui, on y est. Orwell, toujours. Et alors justement, on va parler, après une petite pause, des caractéristiques de cette tyrannie, hier et aujourd'hui. Et comme sur Sud Radio, nous ne sommes pas en tyrannie, vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et la tyrannie, et oui, quelle tyrannie, la tyrannie d'il y a 3000 ans, l'histoire de la tyrannie, qu'esquisse Philippe Bornet avec beaucoup de talent et de connaissances dans aujourd'hui la tyrannie qui paraît aux presses de la délivrance, effectivement, et non pas de la connaissance. La délivrance, c'est pas mal quand il faut se délivrer justement du tyran. Il faut le faire. Alors, Philippe Bornet, justement, je voudrais qu'on regarde un peu un certain nombre de ce qui caractérise la tyrannie. Et vous dites que ce qui caractérise notamment, c'est un système bureaucratique et l'obsession du contrôle de l'information. On a l'impression que vous parlez d'aujourd'hui, ça. Mais oui, en écrivant ce livre, je me suis demandé, mais je suis en train de faire l'histoire contemporaine, de la réécrire. Ah oui, par exemple, parce que à l'origine de tout, le tyran a peur de se faire tuer. Parce que son pouvoir est totalement personnel. Vous connaissez la fameuse histoire de l'épée de Damoclès. Donc, Denis le tyran explique à Damoclès, tu vois, cette épée qui est retenue par un cheveu, elle peut tomber et me trancher la gorge à tout moment. Eh bien, c'est là la situation où je me trouve. C'est vrai que j'ai tous les pouvoirs, mais mon sort n'est pas enviable, puisque je peux mourir à n'importe quel instant. Alors, pour s'assurer contre l'assassinat, que faire ? Il faut partager le pouvoir, mais avec des gens qu'on contrôle. Donc, dans un premier temps, c'est le népotisme familial. Et dans un deuxième temps, comme l'a fait Staline, c'est l'appareil, le pouvoir, la nomenclatura. C'est-à-dire que vous créez une classe sociale à qui vous confiez le pouvoir, mais c'est vous qui avez les clés, les gens qui rentrent et ceux qui sortent, c'est vous qui décidez. C'est ça. Et en fait, ils vous obéissent tous, ils viennent vous manger dans la main. Mais comme le gouverné, lui, n'est pas forcément au courant de tout cela, il se dit, si jamais je tue le tyran, il va être remplacé immédiatement par un autre. Ah oui, donc ça ne sert à rien. Ouais. Voilà. Comme ceux qui disent on s'abstient, on ne va pas voter, ce sera toujours les mêmes. Je fais. Mais alors justement, système bureaucratique, alors j'ai envie. Fascination pour la technologie et soumission à l'influence étrangère. Alors bah oui, alors ce sont deux choses un petit peu différentes. La fascination pour la technologie, vous savez, déjà, Denis le tyran est un grand inventeur. Je rappelle, Denis le tyran, c'était il y a 2500 ans. Absolument, oui, ça fait 25 siècles. Oui. Et il avait inventé de nouvelles armes. Par exemple, il avait perfectionné le navire de guerre qui n'avait que 3 rangs de rameurs. Il en avait réussi à en rajouter 2. Donc, ce qui donne une puissance d'éperonnage, etc. Alors, il avait inventé des tas de choses, si vous voulez, pour faire le siège des villes. Et de la même manière, si vous voulez, vous avez chez le dictateur un amour de la technologie quand elle permet de faire la guerre ou de contrôler l'individu. Et si actuellement les gens se passionnent pour les GAFA, pour Facebook, Twitter, etc. Enfin, il y a eu un rebondissement avec Twitter. Juste un mot par rapport à ce que vous dites, c'est intéressant. Tira ou pas, c'est une autre question. Mais quand on voit, par exemple, on entend Poutine et les géants russes qui disent, c'était avant-hier, nous pouvons raser New York demain, nous avons les fusées pour raser New York en 2 minutes. On en parle, quoi. On le dit. Oui, on le dit, parce que ce qui fait la puissance du tyran aussi, c'est la menace, puisque si vous voulez, la puissance, elle ne s'exerce pas toujours. Bien sûr, on peut faire la guerre, mais en général, c'est la menace de la puissance qui permet de faire tenir l'autre tranquille. Donc la menace, la technologie et puis aussi la manipulation de l'information. C'est pas un hasard si le patron de Facebook est invité en Europe quand il veut, n'est-ce pas ? C'est clair. Et il est reçu comme un chef d'État. Il est reçu comme un chef d'État et il participe au pouvoir.
Alors justement, on voulait de parler avec, là un peu plus tôt, vous dites, et c'est intéressant dans votre livre qui est paru bien avant, enfin que vous avez écrit bien avant l'actualité d'aujourd'hui, vous dites mise en place d'un passeport intérieur. Ah, le passeport intérieur. On est en plein passeport intérieur mais oui, européen. il y a trois quarts d'heure, on en parlait. Alors, Oui. ce passeport, il existe depuis toujours. Déjà, lors de la journée révolutionnaire de mai 1793, et si vous voulez, il fallait une sorte de certificat de civisme, on disait à l'époque. Hein. Ouais. Et alors, pour avoir le droit de sortir de chez soi, traverser la rue, lors de cette fameuse journée du 31 mai 1793, où Orléans avait essayé de prendre le pouvoir, en fait. Ouais. Eh bien, les gens étaient tellement importunés et contrôlés qu'ils prenaient leur certificat de civisme, ils le collaient sur leur chapeau. D'accord. Vous voyez, Pour dire, c'était regardez, gelé. gelé. C'était pas encore la puce électronique qu'on va nous mettre sous la peau, hein. Non, mais enfin ça y ressemblait déjà. C'était l'attestation. C'était l'attestation. Hein. Et alors, en Union soviétique, c'était la même chose sous Staline. Il fallait s'adresser pour se déplacer, prendre un hôtel, le train. Il fallait aller au bureau spécial du GPU, c'est-à-dire le renseignement militaire. Et là, il fallait obtenir une autorisation. Il fallait fournir des renseignements. Et sur le passeport, eh bien, on marquait, par exemple, non seulement votre signalement, mais votre biographie sociale, politique. Qu'est-ce qu'avaient fait vos ascendants jusqu'au 2e degré, les membres de votre famille, si vous aviez été renvoyé du travail, si vous aviez participé aux emprunts volontaires. Bon, c'était le crédit social. Si vous voulez, Lénine a dit le communisme, c'est l'autorité des soviets plus l'électricité. Eh bien, si vous voulez, la tyrannie, c'est le passeport intérieur plus l'électronique. Ouais, c'est intéressant, c'est un bon résumé. On se demande si on est très très loin. Et alors, vous ajoutez quand même, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès ou pas, mise à profit des épidémies. Ah mais oui, mais ça a toujours été le cas. Un très bel instrument de contrôle, quoi. Oui, mais bien sûr. Je voulais, le tyran utilise tout ce qui fait le malheur des peuples. Donc les guerres, etc. Mais également les grandes épidémies. Et Dieu sait s'il y en a eu, la peste, etc. Le choléra. Bon. Alors, là, actuellement, on vit une épidémie de Covid, mais le raisonnement est toujours un petit peu le même. Voilà. On va utiliser l'épidémie pour désigner une partie de la population à l'opprobre public en disant qu'ils ont une responsabilité. Et donc, en utilisant cette dénonciation publique, on va éliminer des ennemis politiques. C'est ça. Voilà. Et ça depuis toujours. Ça a toujours écoutez, été là, prenez le cas par exemple de la République de Genève avec Calvin. Il y avait eu des épidémies de peste, comme il y en a eu à l'époque, et on avait dit que certaines personnes, qu'on appelait les boules pestes, répandaient la maladie. C'est-à-dire qu'ils étaient susceptibles, en prenant de la graisse de cadavre, vous voyez, ils en noignaient les poignées de porte, les balustrades du... Ah oui, et ils répandaient l'épidémie. Ils répandaient l'épidémie, et c'était donc eux les responsables. Et il y a eu des condamnations à mort à Genève à l'époque sous Calvin, où les gens étaient estrapadés, étranglés et brûlés du fait de cette dénonciation. C'est intéressant, ouais. Voilà, donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. Et enfin, last but not least, est la instrumentalisation de la religion. Ça Alors, aussi, oui. C'est très intéressant. À mon avis, c'est le plus intéressant. Nous avons dit tout à l'heure, si vous avez été attentif, que le tyran n'a pas l'autorité. Et l'autorité, si vous voulez, moi c'est ma thèse, c'est que c'est la femme qui en est dépositaire au début, et elle le doit parce qu'elle est censée avoir un lien privilégié avec le ciel. Et le tyran, qui est toujours très intelligent, parce que faut pas se leurrer, des gens comme Mao Tse-tung sont de grands lecteurs, sont des gens qui ont des cultures prodigieuses, bien souvent. Il le sait pertinemment, il a compris ça. Et donc la solution qu'il va trouver à ce déficit religieux, c'est soit l'autodéification. Sous l'Antiquité, c'était ça, je suis un dieu, je suis un dieu vivant, obéissez-moi, évidemment ça aide. Ou alors la création en fait d'une secte. Une secte. C'est-à-dire que, par exemple, Robespierre, c'est très clair avec lui, il avait mis au point, juste avant de tomber, à Thermidor d'ailleurs, il avait lancé une grande opération qui consistait à, en public, brûler la déesse une statue en bois de la superstition, et à l'intérieur, il y avait une statue métallique de la déesse Raison.
Voilà. Et alors tout ça se faisait avec pas des génuflexions, mais enfin de la musique, une liturgie en fait. Voilà. Et Staline également, il instrumentalise le cadavre de Lénine, encore exposé aujourd'hui. C'est lui le petit père des peuples. C'est lui le petit père des peuples, mais c'est lui aussi le prêtre. Et Lénine va devenir en fait une relique qu'on va montrer, vénérer en public, etc. Parce que souvenons-nous tous que Staline a été formé par l'Église orthodoxe. Donc il connaît parfaitement les mécanismes, si vous voulez, qui permettent aux détenteurs de l'autorité religieuse de se faire obéir. Passionnant tout ça, effectivement, et aujourd'hui on peut le lire on le lit avec nos yeux d'aujourd'hui, et vraiment ça enseigne, et surtout ça apprend à rester lucide, le plus important. Il vous reste une demi-heure pour nous appeler au 0826 300 300, à tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous avez sûrement encore beaucoup de questions, notamment Sylvie qui nous appelle de Paris. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Allô, oui, bonjour. On vous écoute Sylvie. Moi, je voulais tout simplement, merci à votre intervenant d'ailleurs qui vient de m'apprendre plein de choses sur la définition de la tyrannie, mais moi, une chose qui m'a vraiment marquée, c'est cette interdiction de penser, de réfléchir. Il y a peu de consensus scientifique concernant plein de points, notamment sur la pandémie. Et pourtant, on est prié sur toutes les chaînes, toutes les radios, hormis la vôtre, enfin votre émission en tout cas, de penser uniformément. Et ça, rien que ça, pour moi, ça devrait éveiller les soupçons d'une majorité de gens. Ouais. Et c'est impressionnant. J'ai vu des journalistes pour lesquels j'avais du respect se transformer en censeurs. C'est à se demander si le métier de journaliste existe encore. Puisque pour moi, un journaliste est quelqu'un qui doit être curieux, ouvrir son esprit clair. Ensuite. Question à tout. Je le répète et je le dis. Question à tout. Ouais. Avoir question à tout. Oui. Voilà, avoir question à tout, et ensuite on analyse, on voit ce qui est juste, on cherche l'information, mais cette obligation à penser d'une seule façon dans les médias de manière uniforme, en fait aujourd'hui je me rends compte qu'il y a pratiquement que sur Internet, ou à part 2-3 émissions par-ci par-là, où on peut avoir du temps ou le droit de penser autrement. Sinon, on se fait tout simplement insulter. Oui, c'est vrai. Voilà. Philippe Bornet, est-ce que c'est pas une des marques, ça aussi, de la tyrannie, ce côté, enfin, tyrannie ou soft ou hard, molle ou dure, c'est vrai, cette espèce de doxa absolument répétée, lancinante. Oui, mais vous avez remarqué que les tyrans, par exemple, prenons l'exemple de Mao Tse-tung, sont de grands lecteurs. Mao Tse-tung est un lecteur compulsif, maladif. Il a une vénération pour le livre, et j'ai réfléchi à ça. Je crois que le tyran, si vous voulez, ce qu'il aime dans le livre, c'est justement la facilité de le contrôler. Vous voyez, le livre, finalement, c'est jamais qu'une feuille de papier qu'on jette au vent. Ils sont tirés à quelques centaines ou milliers d'exemplaires. On peut les stocker, on peut les ranger, on peut interdire leur consultation. C'est facile. Et ce schéma de contrôle de l'information, si vous voulez, il souhaite maintenant le remettre en place avec l'information digitale. Au début, Internet, c'était merveilleux, on était libre, on disait, sur Twitter, il y a quelques années, on disait ce qu'on voulait. Ça allait même trop loin, si vous voulez, il y avait des insultes, etc. Mais maintenant, on est tombé dans l'excès inverse. Parce que... mais c'est voulu, ça. C'est bien sûr que c'est voulu. Non, parce qu'il n'y a pas que Internet et les réseaux sociaux. On le voit, ce que dit Sylvie, elle n'a pas tort, sur un certain nombre de médias, de presse écrite, etc. Excusez-moi, vous dites les livres, mais il y avait beaucoup plus, sous De Gaulle et sous Pompidou, et encore sous Mitterrand même, il y avait beaucoup plus de diversité à la presse écrite qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais les oligarques sont passés par là, ils ont racheté, racheté tous les journaux. Et par conséquent, quand vous maîtrisez le capital de la société, vous avez beau dire et beau faire. Et puis, il y a aussi une autocensure. Vous avez parfois des journalistes, dans certains journaux, qui s'imposent un contrôle qui va même au-delà de ce qu'on lui demanderait. Vous voyez, par prudence. Alors si j'étais à leur place, je serais prudent également. Mais il y a par ce biais-là, si vous voulez, c'est encore plus pesant.
C'est encore plus pesant. Et est-ce que donc ça aide aussi, ça aide la tyrannie, ça d'une manière, enfin ça, non c'est pas ça le conforte, c'est la structure. Ça la structure, parce que si vous voulez, quand la presse est entièrement entre les mains de 5 ou 6 milliardaires et que tous ces gens-là ont des rapports avec l'État, s'établit un capitalisme de connivence. L'expression n'est pas de moi. Donc je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et donc il y a des échanges de bons procédés qui font que, en échange d'un marché, on peut concevoir que le journal du soir à la télé soit particulièrement favorable à tel ou tel candidat. Donc Sylvie, comme vous avez dit, il vous appartient à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, de penser librement. C'est extrêmement important. L'esprit critique, hein, on est d'accord. Tout à fait. Ouais. Et c'est ce que fait Nicolai, qui nous appelle de Bastia. Pardon. Bonjour Nicolai. Bonjour Nicolai. Bonjour André, bonjour Michel Bornet. Alors vous avez très très bien ficelé votre émission parce que je trouve que tous les sujets s'emboîtent parfaitement en fait et s'enchaînent. Et effectivement la tyrannie moderne, moi je voudrais faire référence à Machiavel, vous savez, conservare estate. Et en fait aujourd'hui il n'y a plus de prince en France. Bon, je pense qu'on est d'accord, nous avons un gouverneur tyrannique justement, celui qui est censé être sacrifié par le prince pour regagner la confiance de la population et toutes ces choses-là. Mais on s'en rend compte qu'aucun gouverneur, je parle des ministres, n'est sacrifié sur l'autel de la justice et qu'au final, donc du coup, le prince se trouve ailleurs. Et le prince, à mon avis, il se trouve justement du côté de BlackRock, du côté de Forum économique mondial, du côté de toutes ces instances-là, qui aujourd'hui sont dans une action d'un projet idéologique, d'accord, de conversion du pouvoir économique, de ces 10 000 milliards de dollars, et voire plus si on cumule les autres, les Vanguard et compagnie, vers quelque chose de plus concret, qui est le pouvoir, en fait. Et par quoi ça passe? C'est de déposséder, en fait, les populations de leur liberté d'action, qui était ce pouvoir économique, de leur capacité de réorganisation, par le biais de dépossession, et ensuite par le biais également d'instauration, justement, des systèmes de contrôle, comme on a vu avec le mouvement 5 étoiles, qui veut installer... à Bologne. Oui, la Bologne et toutes ces choses-là, vous voyez, le contrôle, est-ce que vous triez bien vos déchets, est-ce que vous pensez bien, est-ce que vous parlez bien, et tout ce genre de choses. Et je me dis quand même, c'est très très insidieux comme méthode. On va vers un pouvoir tyrannique sans visage pour représenter cette tyrannie. Donc on n'a plus rien à quoi s'opposer. Si on nomme pas correctement notre ennemi, notre adversaire, on n'est pas capable de s'y opposer. Et selon moi, je ne sais pas si vous serez d'accord, dans ce cas de figure, dans cette configuration, la seule façon des populations de s'y opposer, c'est de tourner le dos, on va dire, au monde qu'elles sont en train de nous proposer, et de se réorganiser vers les communautés nouvelles, comment dire, avec une organisation économique nouvelle. Très intéressant, et Nicolai, très intéressant. L'historien que vous êtes, Philippe Bornet, il parle, Nicolai, c'est vraiment, je trouve, d'une tyrannie sans tyran. Oui, est-ce que ça existe? Mais c'est ce que nous disions tout à l'heure. Le tyran n'a rien à gagner à se montrer en public parce qu'il est l'objet de toutes les haines. Donc pour ne pas les réveiller, il prend le masque soit d'un pouvoir collégial, soit même, tel Satan, il disparaît dans un nuage de soufre, si vous voulez, il se cache. Alors, on parlait de BlackRock tout à l'heure, donc, moi je ne connaissais pas BlackRock plus que ça avant d'écouter l'émission tout à l'heure, si vous voulez. Vous savez pas. Donc, ce sont des gens qui possèdent des milliers de milliards, et d'une certaine manière, là encore, c'est un contrôle de l'information, parce que la monnaie qu'il s'agit de contrôler, c'est une information. C'est un passage de courant électrique dans une puce, dans les deux cas, si vous voulez. Et donc, quand on contrôle l'information, on sait aussi contrôler la monnaie. Et cette monnaie qui autrefois avait une réalité palpable, maintenant, qui était donc une pièce d'or, elle devient une information qu'on peut manipuler à sa guise. Donc ça aussi, c'est une tyrannie, la tyrannie invisible. Enfin. Oui, le tyran, il aime se masquer. Alors, naturellement, le pouvoir, ça fait partie des pouvoirs royaux régaliens, comme on dit, de contrôler la monnaie. C'est normal, c'est normal. Mais si vous voulez, lorsqu'on ajoute à cela la possibilité de mentir sur la valeur de la monnaie, eh bien ça vous donne un accroissement de pouvoir supplémentaire. Nous sommes maintenant avec Loïc qui nous appelle de Lourdes. Bonjour Loïc. Oui, bonjour Loïc. Oui, bonjour André, bonjour à votre intervenant et merci Jacques de me faire passer à l'antenne.
J'aimerais revenir un peu en fait sur essayer de mettre un peu de positif à tout ce qu'on dit, parce que c'est vrai tout ce qui se passe, voilà, c'est prévu par le système depuis très longtemps. C'est comme ça. De toute manière, leur plan, c'est une seule police, une seule monnaie, une seule religion. Le problème, c'est que ça n'arrivera pas. Le problème pour eux, c'est que ça n'arrivera pas au terme. On va s'en approcher. Tout le monde, les gens ont peur, mais ça va s'arrêter au bout d'un moment. Ça, c'est une évidence. C'est prévu comme ça. C'est comme ça. Après, j'aimerais revenir au bon sens et informer les gens qui vous écoutent, en fait, parce que c'est nous qui avons le pouvoir de stopper tout ça. Si nous disons non à toutes leurs mesures qui vont nous ressortir pour le Covid, leur plan ne pourra pas marcher. Et pour commencer à faire ça, il faudrait déjà que les gens sachent comment renforcer leur défense immunitaire. Parce qu'on n'a pas besoin d'être docteur pour s'intéresser au corps humain. On est tous des êtres humains et on devrait tous s'intéresser au corps humain. Donc déjà, pour commencer ça, les gens qui vous écoutent, qui ont peur du Covid, comme j'en vois tous les jours, qui ont encore leur masque et tout sur le nez, il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que le masque sur le nez, ça abaisse les défenses immunitaires. Donc le garde tout le temps, s'ils le mettent pour avoir peur de choper une maladie, le fait de l'avoir sur le nez tout le temps, en fait, il faudra qu'ils le mettent à vie, parce que dès qu'ils enlèveront, ils choperont tout ce qui traîne. Oui, ce que vous dites, Loïc, c'est que les gens préparent eux-mêmes leurs mesures de résistance, je veux dire, quel que soit dans le domaine santé ou économique ou autre. Exactement, qui s'informent, parce que la plus grande force du système, c'est l'ignorance des masses. Donc c'est à nous de s'informer, c'est très bien ce que vous faites, et je vous en remercie, ce que vous faites sur votre émission, mais malheureusement vous êtes trop seul. Il y a CNews qui s'est mis un peu, mais ils ont vite fait machine arrière. Donc je pense que c'est à nous de se renseigner, et les premières choses à faire pour se renforcer nos défenses immunitaires, c'est commencer à se mettre au contact de la nature. Tout simplement, si on chope le Covid, il ne faut pas en avoir peur. Moi, je l'ai chopé, le Delta. Il faut prendre la vitamine D, la vitamine C et du zinc. Et puis voilà, ne pas avoir peur de cette maladie. Arrêtons d'avoir peur du Covid, parce qu'au final, c'est pas grand-chose. Personnellement, je préfère choper la gastro que choper le Covid. Je préfère choper le Covid que la gastro. Non, mais je comprends. Il faut arrêter d'avoir peur, en fait. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut de l'information. Et d'ailleurs, André, j'aimerais. Oui. Oui, allez-y. Ouais, j'aimerais vous poser une question. Comment pouvez-vous informer, parce que tous les jours, il y a des gens qui viennent dans votre émission qui disent des choses très intéressantes. Mais ensuite, dès que votre émission passe, on réentend les infos où c'est tout le temps la même chose qui passe. C'est tout le temps la même. Comment informer les journalistes qui appartiennent à tous ces milliardaires? Comment leur redonner leur liberté de nous informer? Parce qu'au final, eux, ils ont des enfants de la famille qui seront impactés, touchés par ça. Écoutez, je voudrais juste répondre à votre question avant de donner la parole, parce que je crois que le vrai problème, il est là, incontestablement. Et une question que je poserai aussi à Philippe Bornet. Je crois, vous savez, que c'est une question de facteur humain. Je crois qu'il y a des journalistes, que ce soit un peu partout, qui font très bien leur boulot, d'autres qui le font moins, comme dans toutes les professions. Après, il y a des courages, des résistances, des autocensures, on en parlait, très différentes, chacun des prudences. Chacun réagit selon son caractère. Le plus important est que chacun d'entre vous, hommes, femmes, jeunes, vieux, s'informe. Qu'est-ce que c'est s'informe? C'est en lisant des livres, comme ceux de Philippe Bornet, comme ceux de tous les invités que je reçois, parce que je rappelle toujours que je ne reçois que des invités dont j'aime les livres et qui nous apportent quelque chose. Pas la peine de perdre son temps avec quelqu'un pour des polémiques absolument vaines. Donc regardons cela. Et je crois que c'est très important, parce que, au fond, Philippe Bornet, c'est pas le sujet de votre livre, mais c'est en creux. Face à la tyrannie, qu'elle soit celle de comment il s'appelle, Denis le tyran, jusqu'à Mao, mais en passant par les tyrannies plus ou moins cachées, dissimulées au socle d'aujourd'hui, que faisons-nous? Que pouvons-nous faire? Je n'ai pas la réponse à cette question. Si on avait vécu du temps de Cicéron ou de saint Thomas d'Aquin, il vous aurait dit que la solution c'était le tyrannicide. Il le dit clairement. Il faut tuer le tyran, c'est permis. Tuer n'est pas assassiner. C'est légitime. Tuer le tyran est légitime. Oui, à condition de ne pas le remplacer par un autre tyran, dit saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire si vous tuez Robespierre pour mettre Billaud Varenne à la place, ça sert à rien. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, écoutez. Par ce livre, si vous voulez, j'ai voulu un petit peu réveiller justement la sensibilité du public.
C'est à chacun de trouver sa solution. La solution, elle passe aussi par le vote. Hein. C'est vous, André, qui avez rappelé que l'abstention était un piège à con. C'est bien vrai. Si je peux me permettre de dire un petit mot après par rapport à ça. Juste 30 secondes. Attendez, juste un mot. Philippe Bornet finit et puis je vous redonne la parole. On vous redonne la parole. Oui, donc le procédé, c'est évidemment les procédés légaux qu'il faut utiliser en premier, c'est-à-dire le vote, l'information, éventuellement la manifestation. Et puis, le but ultime de tout cela, c'est qu'il y ait une véritable diversité dans l'information, peut-être une loi antitrust. Et par ailleurs, moi je sais que personnellement je réserve une partie de mon argent à m'abonner à des journaux dits d'opinion. Et je pense que c'est une bonne chose que la presse ait un grand nombre d'abonnés, qu'elle ait un fonds de lecteurs permanent qui lui permette justement de rester libre. Oui, et ça c'est... Alors Loïc, vous vouliez ajouter quelque chose? Si je peux rebondir, parce que là je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Philippe, je suis désolé. Allez-y, parce qu'en fait, justement, s'abonner à des médias, si on s'abonne aux médias comme Le Monde, Libération, eh bien, on fait des gens qui mettent leur masque, qui obéissent, qui ont peur du Covid et qui sont terrorisés par tout ce que dit le système. De toute manière, moi j'aimerais revenir au vote. Comme disait Coluche, si voter servait à quelque chose, ça fait longtemps que ça serait interdit. Et par rapport à ça, on peut voir en fait que les votes, d'ailleurs, il y a un débat qui est en train de sortir sur les réseaux sociaux, comme quoi les votes auraient été truqués sur France 2, ils donnaient des votes. Oui, ça c'est encore, et on attend que ça soit prouvé. Vous savez, moi je ne parle de choses que quand on est sûr des faits. Je suis d'accord, mais des choses sûres, c'est qu'il y a le vote qui est compté numérique pour certaines personnes, qui dans notre pays a été prouvé que ce vote était tout à fait manipulable et qu'on pouvait le truquer facilement. Il y avait eu un reportage qui était passé. Et les votes, pour moi, le sondage qu'on met depuis tout le temps, les gens pensent que le sondage sert en fait à influencer les masses. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. En fait, pour moi, les sondages permettent en fait de faire avaler la pilule plus facilement. Sinon, comment expliquer que Macron, selon les votes, aurait plus de votes qu'en 2017, alors qu'il y a eu des manifestations partout depuis 5 ans et les gens sont en colère? On nous dit que tout le monde veut faire du contre Le Pen, contre Macron, mais dans les sondages depuis 2 mois, on nous les met tout le temps en tête. C'est juste pour faire passer la pilule aux gens. Et pour en revenir à ce que vous avez dit, je vous avais entendu parler du vote blanc, et j'avais trouvé ça très intéressant que si une personne qui se présente, s'il y a plus de vote blanc, eh bien on annule les élections et tous ces gens-là on passe à d'autres candidats. Et pour moi, le seul moyen d'arriver à reconnaître le vote blanc et à le remettre sur le marché, c'est une abstention de masse. Si dans les élections au premier tour, il y avait, imaginons, 70% d'abstention, les médias n'auraient parlé que de ça. L'élection n'aurait plus de légitimité et à partir de là, ils auraient demandé. Mais si on continue à voter, à servir le système, mais comment s'attendre à ce que quelque chose ne change en fait? Ça restera toujours pareil. Oui, alors on fonctionne le système, donc le système continue. Je comprends. Le système, le but de tout système est de s'auto-perpétuer. Ne l'oubliez jamais. Hein. C'est son but, c'est sa fonction, c'est ce pourquoi il existe. Juste un mot là-dessus. On va pas rester là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Et justement, comment faire passer ça? D'abord, je ne vois pas les 70% d'abstention. Il faudrait vraiment une révolution mentale et culturelle que je ne vois pas arriver très vite, peut-être un jour. Et deuxièmement et surtout, moi je crois qu'il y a quelque chose qu'on a complètement oublié dans tout ça, c'est le référendum. Et c'est que cette espèce d'inaction, d'inaptitude des princes qui nous gouvernent, qu'ils soient de gauche, de droite, d'ailleurs et d'en haut et d'en bas, parce qu'ils ont tellement eu peur en 2005, parce que la population française a voté à 55% pour un référendum qui n'a jamais été, pour des décisions qui n'ont jamais été appliquées, que effectivement, c'est là aussi, c'est difficile, hein, cette histoire de pouvoir et contre-pouvoir. Oui, mais c'était un véritable coup d'État, le référendum de 2005. C'est-à-dire que le peuple a dit avec une majorité assez forte qu'il était contre l'Europe. Oui, quasiment 55%. Et immédiatement, on a refait passer la même question devant le Parlement qui a pris la décision inverse. Ce qui veut dire que suivant la manière dont on consulte le peuple souverain, qui est censé en tout cas être souverain dans une démocratie, la réponse n'est pas la même. Donc il suffit de choisir la bonne question et le moyen de le consulter pour que la réponse soit blanche ou noire. C'est un moyen de manipulation. Oui, enfin en tout cas, moi j'aime beaucoup la Suisse et ses référendums d'initiative citoyenne. Mais elle plaisait aussi beaucoup à Rousseau. Mais Rousseau disait aussi que la démocratie n'est possible que si la République est très petite. Et il l'a déconseillé pour la France. Oui. On se retrouve dans un instant. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Radio. Les Français
Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et tout de suite avec Claudine qui nous appelle de Niort. Bonjour Claudine. Bonjour Claudine. Oui, bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Bernet, et puis j'ai oublié le nom, excusez-moi, du charmant jeune homme qui était avec vous. Le charmant jeune homme s'appelle Augustin Moriot. Voilà. Oui, voilà. Dites-nous tout, Claudine. On vous écoute. Oui, alors moi, cette tyrannie, on l'a bien vu pendant la Covid. Hein, je veux dire, d'autant plus que les médecins, comme le mien par exemple, ne sont encore ils n'ont encore pas pouvoir de faire des exemptions pour des problèmes de santé ou choses comme ça qui se présentent. Je lui ai demandé au mois de janvier, puisque janvier-février, il commence à être reconnu que des problèmes des effets secondaires, etc. Voilà, polyarthrite, choses comme ça, maladies auto-immunes qui venaient et puis qui étaient quand même assez en problématique. Nous, on est une famille justement avec ces problèmes-là, avec une propension à avoir des scléroses en plaques et polyarthrite rhumatoïde. Et donc, moi, j'avais dit surtout aux enfants, vous ne faites pas vacciner parce que on sait jamais. Et donc là, au mois de janvier-février, je l'ai rappelé, je lui ai dit voilà, maintenant c'est quand même avéré. Est-ce que vous pouvez nous faire un certificat d'exemption à moi et mes enfants? Il m'a répondu non. Pour l'instant, je ne peux toujours pas parce que comme ce n'est pas officiel, donc je ne peux toujours pas vous faire un certificat d'exemption. Ce qui fait que si demain, M. Macron, qui à ma grande désespérance a été réélu, désire remettre son passe sanitaire en cours, eh bien, nous allons à nouveau être des parias, des mauvais citoyens et des salauds de service. Donc, si vous voulez, ça, c'est quand même assez tyrannique quand même, parce que tout a été verrouillé de façon à ce qu'on n'ait pratiquement pas de porte de sortie. Et là, c'est vraiment très grave, quoi. Ouais, c'est très intéressant ce que dit Claudine. Enfin, vous n'êtes pas la seule, Claudine, merci pour votre témoignage. En fait, on en parlait un peu plus tôt dans la tyrannie, même dans la dictature, mais surtout dans la tyrannie, c'est la fabrication du bouc émissaire. Oui, absolument. Le bouc émissaire, c'est celui qui est chargé de tous les maux, n'est-ce pas, dans la Bible, et qu'on chasse de la ville après l'avoir chargé de tous les péchés. Eh bien, ce système qui permet, d'après les grands philosophes comme René Girard, de maintenir, en fait, c'est un procédé très efficace, le bouc émissaire, il a toujours été utilisé, ça permet de maintenir l'ordre dans la cité, de faire baisser ce qu'on appelle le désir mimétique. Ce système est utilisé couramment par le tyran. Le propre du tyran, si vous voulez, c'est de diviser la société et de dresser un parti contre un autre. Les uns contre les autres, quoi. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis comme point 1 de la définition du tyran, la manière de le reconnaître, la nullité stratégique, parce que le stratège, au contraire, c'est l'inverse. Le bon stratège, le bon général, c'est celui qui va fédérer les énergies, qui va les réunir, les rendre compatibles, les assembler, leur proposer le même but. Et la tyrannie, c'est l'inverse, c'est la division, c'est pas la multiplication. Et c'est pour cette raison que les tyrans de l'histoire, comme par exemple Staline, sont des patates en stratégie. Staline est un déserteur au sommet de l'État. Au moment où Hitler lance son offensive, il rentre en Russie, et si vous voulez, Staline panique. Il laisse tomber son poste de commandement, il rentre dans sa datcha, et il faut que le comité central au complet vienne le rechercher quelques jours plus tard. Mais pourtant, c'est pas lui, Staline. Enfin, la Russie a gagné Stalingrad. Alors, je crois que c'est les Russes qui ont gagné. Hein. Oui, c'est vrai. Et donc, le comité central est venu le rechercher. Et puis, il y a aussi les pesanteurs proprement stratégiques, c'est-à-dire l'immensité de l'URSS. Bien sûr. Et puis, cette fameuse histoire d'une Rasputitsa particulièrement précoce à ce moment de l'année. Et n'oublions pas aussi, je l'ai mis dans mon livre, j'y consacre quelques pages, que en fait la quantité de chars de l'armée allemande était assez faible comparée
au char soviétique. Hitler, heureusement pour nous, a fait l'imbécilité d'aller attaquer la Russie. C'est lui, hein. Oui. Mais pour revenir à ça, effectivement, sur la théorie du bouc émissaire, non, parce qu'on voit très bien ce que dit Claudie. Il a dit, il n'a pas envie de se retrouver encore si le pass sanitaire revient, parce qu'il n'est que suspendu. Là, je sais bien, oui. Donc, on va recommencer avec une espèce de discrimination et entre populations. Oui, absolument. Et je voudrais ajouter à cette auditrice, pour aller dans son sens, c'est qu'actuellement se prépare un système qui permettra de renouveler les licences d'exercice médical qui pourraient être suspendues à volonté par le pouvoir. Comment ça ? Attendez. Eh ben, il y aura, si vous voulez, un système de licence. C'est comme aux États-Unis, il faut avoir une licence. Pour les médecins, vous voulez dire ? Pour les médecins, oui. Et donc, on dira aux médecins, vous n'avez plus la licence. Et on n'aura pas d'ailleurs à donner tellement d'explications. Mais le médecin, par exemple, qui signera beaucoup, c'est facile à savoir, ça par l'informatique et la sécurité sociale, s'il vaccine très peu par rapport aux autres, ou s'il donne beaucoup de certificats de contre-indication au vaccin. Les mauvais points. Oui, c'est ça. Et on lui dira maintenant, vous exercez plus. Voilà. Et donc, la mainmise par ce biais du Conseil de l'ordre, car nous l'oublions pas, le Conseil de l'ordre, c'est officiellement un ordre policier. Alors, Philippe Bornet, juste d'un mot. Tyrannie, aujourd'hui, la tyrannie, on l'est en tyrannie ou pas, selon vous ? En tout cas, on s'en rapproche tous les jours un peu plus. Eh ben écoutez, en tout cas, lisez ce livre, vraiment, il vous ouvrira. Et avant qu'on ne soit en tyrannie, allez voir Philippe Bornet qui dédicacera son livre Aujourd'hui la tyrannie aux presses de la délivrance ce samedi de 15h à 18h à la librairie française rue Auguste Bartholdi dans le 15e arrondissement de Paris. Et puis tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaye.